Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Ribès, je dirige Synergie Santé Environnement. Je vais commencer tranquillement le webinaire. Je vais vous donner quelques explications sur le déroulement de la rencontre. Comme ça, ça permettra aux autres personnes d'arriver tranquillement. Donc, comme vous l'avez probablement entendu, je viens de mettre tout le monde en sourdine. Donc, il y a juste moi et les présentateurs qui vont être capables de parler pendant la présentation. Donc, l'objectif étant d'avoir le moins de parasites possible. Ce qu'on va avoir, c'est à la fin de la présentation, je vais rouvrir les lignes et vous pourrez poser vos questions. Pour ceux qui sont un peu plus timides, là, il y a un petit module chat. Donc, en haut de votre écran, vous devez voir normalement 5 bulles. Il y a une petite bulle avec justement une bulle de bande dessinée là, sur laquelle vous pouvez cliquer. Vous pouvez accéder au chat. Ça vous permettra de faire passer vos questions. Moi, je vais compiler les questions et je les poserai à la fin si effectivement vous êtes un peu plus, mais ça vous tente pas de parler devant tout le monde. Aussi pour vous dire, la présentation, elle est enregistrée, donc je vais traiter l'enregistrement après, probablement entre 1 heure et 2 heures, et ça sera mis en ligne sur le site formation.synergiesantéenvironnement.org. Donc voilà. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Donc, je vais juste brièvement présenter SSE pour les gens qui ne le connaissent pas. Donc, Synergie Santé Environnement, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, nous, en fait, on existe depuis 10 ans et ce qu'on fait essentiellement, c'est accompagner les établissements de santé dans l'amélioration de leurs pratiques environnementales. On met en place toute une série d'actions, que ce soit élaboration de politique en développement durable ou dans d'autres domaines, que ce soit mise en place de comités, outillage de comités pour de développement durable. On fait beaucoup de portraits, gestion de matières résiduelles. Donc, on travaille dans différents types de dossiers et dans ce contexte-là, on a effectivement, à titre de BNL, des membres, des établissements de santé notamment qui sont adhérents. Vous voyez ici sur la page là qu'on a actuellement 19 établissements de santé adhérents, donc majoritairement des établissements publics, mais également des établissements privés conventionnés. Ça représente en date d'aujourd'hui 41 hôpitaux, 147 CHSLD, 98 CLSC. Vous nous excuserez, on n'a pas encore fait le calcul pour intégrer des centres jeunesse, les centres de réadaptation et autres, mais c'est plus compliqué parce que souvent, un centre jeunesse, c'est plein de bâtiments qui sont éparpillés sur un territoire plus ou moins grand. Donc, on se conserve en fait dans les trois grands types, ou en tout cas trois types assez connus par tout le monde là d'établissements de santé et de services sociaux. Aussi, je profite de l'occasion pour vous mentionner que nous allons avoir notre assemblée générale annuelle le 26 octobre prochain, donc le jeudi 26 octobre. Cette année, on essaie d'innover un petit peu. C'est les 10 ans de Synergie Santé Environnement. Donc, on propose en fait, en marge de notre assemblée générale annuelle, d'organiser un mini colloque sur la gestion de matières résiduelles dans le réseau de la santé et de services sociaux. Donc, vous voyez ici de l'information. Si vous en voulez plus, vous pouvez aller directement sur le site internet synergiesantéenvironnement.org et vous aurez accès directement. Vous allez voir, il y a un encart où on voit apparaître cette photo que vous voyez actuellement. Vous pouvez cliquer dessus et vous pourrez aller vous inscrire. Sinon, n'hésitez pas à me contacter par le chat si vous voulez plus d'informations. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je vais faire dans les prochaines secondes, c'est transférer en fait transférer mon écran à spectateur 2, qui devrait être nos présentateurs. Marthe, est-ce que tu vois apparaître, excuse-moi, Manon, est-ce que tu vois apparaître le... Non. Non? Donc, est-ce que tu peux me dire quel nom de spectateur c'est? Dans vous ici, spectateur 6. Ouais. 6? Ah, excellent. Je vais aller vers le 6. Comme il n'y a pas les noms, c'est difficile à savoir. Donc là, logiquement, tu reçois une... Voilà.
Donc, je vais présenter très brièvement nos présentateurs aujourd'hui. Donc, on va avoir Claude Dillon, qui est chef de service entretien et fonctionnement des installations à l'Institut universitaire santé mentale de Montréal. Donc, Claude, c'est lui qui est en charge de tout le dossier BOMA à l'Institut de santé mentale. Et il est accompagné aujourd'hui par Claire Desrosiers, qui est consultante. Donc, c'est une consultante qui est assez bien connue dans le réseau de la santé, en tout cas par les établissements de santé et de services sociaux qui mettre en place une démarche BOMA, puisque si je me rappelle bien, puis tu me diras si je me trompe, Claire, mais je pense que tu as fait tes premières armes à l'hôpital Rivière-des-Prairies avec Yvette Fortier à l'époque, et ensuite tu as accompagné pas mal d'établissements dans la grande région de Montréal dans la mise en œuvre en fait d'une certification BOMA Best, puis BOMA Best Santé. Donc voilà, chers amis, je vous laisse la parole. Bonne présentation. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Claude Dillon. Donc, à la demande de Jérôme, on va vous présenter notre démarche en lien avec la certification BOMA. On est certifié depuis 2009, niveau 3. Et lors de notre dernière certification en 2015, nous avons obtenu le niveau 4, certifié platine, pour lequel on est plutôt fiers. Alors, on va commencer avec les initiatives au niveau de environnemental. Au départ, en 2008, qu'on a mis en place lors de notre première certification. Donc, évidemment, je ne vous cacherai pas que des projets d'économie d'énergie, c'est la base un petit peu du succès au niveau de BOMA. Donc, ça compte quand même pour un haut pourcentage au niveau des points. Donc, n'importe quel petit projet, pas nécessairement avoir des gros projets, c'est sûr que quand on a des gros projets, c'est plus payant, mais n'importe quel projet d'économie d'énergie va faire en sorte que la démarche, si vous désirez adhérer à cette démarche-là, vous devez avoir des petits projets d'économie d'énergie. Donc, nous, on avait à l'époque débuté un projet d'économie en 2006. Donc, on était déjà capable de mesurer à l'époque, en 2008, les économies faites par notre projet. On a également fait l'installation de bacs de recyclage. On a eu plusieurs pratiques aussi initiées par les services techniques et l'approvisionnement à l'époque, qu'on va voir un petit peu plus loin. L'utilisation d'équipements réduisant la consommation de l'eau potable. Je parle entre autres au niveau des toilettes, là, qu'on avait décidé de prendre l'option plutôt que de prendre des 13 litres, de prendre des 5 litres à débit rapide. On a aussi fiché notre parc d'arbres qui était quand même assez important sur le site. Ceux qui connaissent le site là, vont savoir que c'est immense et puis on a mis une fiche pour chacun des arbres plantés. On a eu des abris, on a fait des abris pour le personnel qui utilise les vélos, l'installation de douche aussi à l'intérieur pour ces gens-là. Puis à l'époque, on participait aussi beaucoup aux rencontres Visevert, qui était un petit peu la prémisse là, de BOMA. Donc, c'est à partir de là, Visevert a initié un petit peu BOMA. Là. On a lâché Visevert, puis on s'est en allé vers BOMA à l'époque. Donc, c'est un petit peu ça, là, la première diapositive. Là. Considérant toutes les activités initiées par les intervenants, la haute direction de l'Institut a identifié une personne responsable de la mise en œuvre du développement durable. Par la suite, ce responsable a créé le comité de développement durable et a aussi élaboré la politique environnementale initiale. Les membres de ce comité ont permis de documenter des initiatives concernant l'approvisionnement et la communication. Simultanément, le comité BOMA dressait la liste des initiatives environnementales au niveau des services techniques et a aussi préparé la documentation requise pour l'audit de certification. La période de préparation pour l'audit s'est échelonnée sur 1 an. Donc, une démarche de certification, là, ça comprend évidemment la création d'un comité BOMA. Puis je vous dirais que c'est très, très important à la base là, d'avoir une personne responsable là, qui va prendre les rênes un peu de ce projet-là. Il s'agit aussi d'identifier des représentants dans des secteurs clés. Là. Ils sont nommés là, vous les voyez, mais il faut que ce soit aussi des gens qui sont engagés envers la cause. Là. Et puis, je pense que c'est important aussi de solliciter le personnel qui démontre de l'intérêt au niveau de l'environnement.
il est bien important aussi d'établir des bilans, le portrait de l'organisation au moment où on débute cette démarche-là. Tout le monde, on fait des petites actions, puis souvent, on n'en prend pas note, et puis on se rend compte que quand on vient pour remplir le questionnaire, ben oui, on le faisait ou on le fait, mais souvent, c'est que soit que c'est pas démontré clairement, soit qu'il n'y a pas d'audits qui ont été faits. Donc, cette démarche-là, elle sert à ça au départ. Puis, je pense que toute bonne démarche, là, on a besoin d'aide au départ parce que c'est quand même un questionnaire imposant. La visite qui vient avec ça et puis tous les documents qu'on doit fournir, je pense que d'être bien entouré, puis nous, ici, on a eu recours justement à Claire, là, qui est la spécialiste dans le domaine, et puis il faut considérer au départ une mise de fonds là, d'environ 10 000 $ par année, surtout lors de la première année, là, pour pouvoir bien cerner les demandes en lien avec le questionnaire. En 2008, mandatée par le comité BOMA-BEST, la consultante a adressé la liste des pratiques déjà intégrées. En d'autres mots, il fallait établir vraiment un bilan environnemental initial. C'est en consultant le document de projet d'économie d'énergie que j'ai été capable d'identifier toutes les mesures d'efficacité énergétique. Puis il y avait aussi la modernisation des équipements mécaniques qui figurait aussi à l'intérieur de ce rapport-là. Ces mesures avaient aussi un impact sur le confort des occupants. D'autres mesures avaient aussi un impact concernant la réduction de la consommation d'eau. Comme exemple, la conversion du réseau de chauffage, le remplacement des humidificateurs, le remplacement des chauffe-eau à la vapeur, l'installation de serpentins à l'eau glycolée avait un impact très direct au niveau de la consommation d'eau. Via la personne responsable de chacun des services, j'ai été capable aussi d'obtenir d'autres informations concernant la pratique au niveau des matières résiduelles. Aussi, au niveau de la qualité de l'air, on devait avoir comme un formulaire de plainte ou la stratégie pour traiter les plaintes au niveau du confort des occupants. Au niveau des approvisionnements, on a eu tellement d'informations, tellement de personnes qui étaient passionnées de l'environnement que ce dossier-là, initialement, était très facile à documenter. Et, incroyable, au niveau de l'entretien ménager, à ce moment-là, on avait déjà des produits qui étaient certifiés, qui étaient déjà en utilisation. Et en ayant initié le portrait initial, on a été capable de progressivement améliorer aussi les pratiques au niveau de l'entretien ménager. Donc, au niveau de la démarche de certification, comme je le disais plus tôt, l'énergie, l'eau, les matières résiduelles, ce sont quand même 3 éléments très, très importants. Puis, je tiens à mentionner que le fait d'avoir des données, c'est important, mais il faut que ce soit des données fiables parce que quand vient le moment d'être audité, ces gens-là sont vraiment sérieux dans l'audit, dans le fond, ils vont valider nos chiffres, puis lors de la visite, là, ils ont besoin d'explications additionnelles. Il faut que ça soit appuyé vraiment par des documents. Donc, il ne s'agit pas juste de dire qu'on le fait, il faut démontrer qu'on le fait, puis il faut le démontrer avec souvent des données fiables, des données prises souvent à l'interne, mais peu importe, ça prend des données. Au niveau de l'eau, bien évidemment, ça prend des compteurs d'eau pour pouvoir, à la base, juger de notre consommation qu'on prend annuelle. Et puis cette consommation-là, évidemment, s'il n'y a pas de compteur d'eau, c'est nous, les premières années, on y allait avec l'École des technologies de l'eau. Donc, c'est un service qui est donné par cette école-là. Ils viennent placer quelques compteurs à des endroits vraiment stratégiques dans l'établissement. Et à la fin, on a un portrait un petit peu c'est sûr que c'est pas fiable à 100%, mais c'est quand même assez près de la réalité de notre consommation d'eau. Au niveau des matières résiduelles, eh bien, tout le monde, on a tous des containers à déchets, et puis c'est envoyé dans des sites d'enfouissement. Donc, c'est facile, en appelant ces compagnies-là, d'avoir un historique de consommation au niveau de le tonnage qu'on évacue de nos établissements. Évidemment, dans une certification, il y a plusieurs audits à faire, donc il faut les planifier d'avance. Souvent, c'est pas si compliqué que ça. Il ne faut pas voir ça comme un gros défi ou toujours aller à l'externe. Souvent, c'est de consulter nos gens à l'interne.
Et puis, on arrive à avoir assez d'informations pour faire des petites audits. Il y a aussi un élément important, c'est tous nos systèmes d'entretien préventif, nos GMAO qu'on a à l'interne. Je sais que pour nous ici, c'est le système Interal, mais il y en a un paquet. Là, chaque établissement gère son propre service, là, dans le fond. Mais on a un historique avec ce logiciel-là, un historique des demandes, et puis il y a dans le questionnaire de BOMA, je vous dirais, un bon pourcentage de questions qui peut être répondu en lien avec notre GMAO. Et puis, rédiger des procédures ou amender des procédures existantes, il s'agit aussi de simplifier cette démarche-là. Des fois, des petites procédures internes, là, ça fait la job au niveau de BOMA. Il s'agit juste de les retrouver dans un cahier pour lequel c'est facilement accessible aux utilisateurs, dans le fond. Afin de s'assurer de l'amélioration continue du côté environnemental, pour chaque critère, le comité a défini des objectifs en lien avec la politique environnementale et décrit les moyens d'action afin de les atteindre. Le critère concernant la consommation de l'eau et le critère concernant la réduction des matières résiduelles sont difficiles à documenter avec exactitude. Il faut planifier plusieurs actions réparties sur plusieurs années afin d'atteindre les objectifs. Considérant maintenant la taille des CIUS, les activités de communication deviennent maintenant aussi une autre stratégie à développer parce qu'on n'a plus le même système de communication comme il était organisé avant. Est-ce que je montre le plan? Oui, dans le fond, on peut vous monter notre propre plan triennal là, qu'on fait ici à l'Institut, parce que on comprend qu'une certification arrive aux 3 ans, dans le fond. Et puis, nous, c'est en fait un plan triennal, c'est important. Ça nous permet de nous mesurer aussi, on est rendu où dans l'année, parce que, évidemment, 3 ans, c'est long. Et puis, on ne veut pas que le comité meure. Donc, c'était une façon pour nous là, de faire en sorte qu'année après année, on se fixe des objectifs qui ne sont pas toujours sont pas très compliqués, mais c'est juste une façon là, de maintenir notre comité vivant, dans le fond. Fait que ce que vous voyez là, dans le fond, c'est exactement ça. C'est notre plan triennal, mais ça peut prendre plusieurs formes. Là. C'est à vous de décider comment vous allez monter votre propre plan. Là. On peut vous aider là-dedans aussi. Hein? J'imagine que Jérôme, si les gens ont des questions, si on peut les aider après avec des documents ou... en fait, on a une démarche déjà de montée, fait que ça peut simplifier des fois... je vous dirais, au départ, là, nous, ce qu'on avait trouvé, c'est qu'on partait de rien. Là, à cette heure, peut-être la chance que vous avez, c'est qu'on a plusieurs documents déjà de montée. Si ça peut vous aider, bien tant mieux. Là. Alors, la mise en œuvre du programme BOMA-BES, nous, de notre côté, on avait établi un calendrier de rencontres. On s'est fixé un objectif de 6 rencontres par année. Pour lequel on produit un rapport des rencontres avec les gens qui participent. On voit avec ça nos actions qu'on réalise, puis ceux qui sont à venir aussi. On a un plan de communication aussi. C'est important pour nous que les gens à l'interne aient de l'information sur ce qu'on fait aussi. Je pense que maintenir ça aussi avec la direction des communications, c'est important. Puis on comprend qu'avec la réalité des CIUS maintenant, il y a eu beaucoup de mouvements de personnel. Donc, de tenir un comité pendant aussi longtemps avec les mêmes personnes, c'est pratiquement impossible. Donc, il faut savoir aussi se renouveler là-dedans, aller trouver des gens qui sont motivés dans le contexte qu'on vit actuellement. C'est pas toujours facile. C'est là un défi qu'on a eu à relever nous aussi. Le comité a changé de membres à plusieurs reprises. Donc, c'est à peu près ça là, que je voulais dire en lien avec ça. Élaborer un plan d'action en lien avec les objectifs et les politiques. Je vous dirais que c'est important d'avoir des responsables, que chacun des membres du comité ait une responsabilité en lien avec ça. Ça ne doit pas être une seule personne qui tient ça. C'est très, très lourd au niveau des responsabilités. Donc, je vous dirais de partager les responsabilités aux membres du comité, c'est important.
là, je vous montre un petit peu notre historique, comment ça a commencé. Puis je vous dirais que ce qui est important de retenir, c'est qu'en 2009, on avait quand même obtenu un bon score, mais il faut comprendre que nous, la démarche, on l'avait, avec Visévert, avait débuté en 2006. Donc, on était un petit peu prêt en 2009 à présenter je vous dirais, notre bilan. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en 2012, on est passé de 86 à 83. On est quand même resté à un niveau 3. Mais j'explique ça dans le sens que les mesures de contrôle se sont beaucoup resserrées. Au début, le questionnaire était plutôt simple à compléter. Il s'est complexifié un petit peu au fil des ans. Donc, en 2012, on a baissé un petit peu. Pas parce qu'on n'était pas prêt. On avait l'impression, nous, qu'on avait travaillé quand même assez fort. Et puis, on était un petit peu surpris de notre note, mais on était quand même contents. Et puis en 2015, eh bien, on a obtenu la certification platine. Donc, comme je disais au départ, là, on était très fiers de ça. Pourquoi adhérer au programme Beaumaris Santé? C'est à cause que c'est un bon programme pour intégrer des pratiques environnementales. Le questionnaire auquel on doit répondre cible les 14 meilleures pratiques au niveau du réseau de la santé, parce que maintenant, on est rendu avec Beaumaris de santé adapté pour le réseau de la santé. Une démarche environnementale aussi, ça permet d'obtenir certaines subventions. Si on regarde le projet d'économie d'énergie de 2006, il y avait eu des appuis du côté d'Hydro-Québec, de l'Office de l'efficacité énergétique et de Gaz Métro. C'est aussi un programme reconnu en environnement à travers le Canada et on se compare avec d'autres établissements à travers le Canada. Et ce programme-là aussi permet d'avoir une amélioration continue. Des impacts sur la santé de la société, c'est une amélioration de la qualité de l'air, de l'eau et du sol. L'organisation se conforme aussi à certaines obligations environnementales avec le processus dans lequel on doit se glisser. Puis aussi, pour l'avenir, c'est vraiment un objectif à long terme, il y a une possibilité d'accéder au crédit de carbone parce que nous avons quand même documenté toutes nos réalisations depuis 2008. Une des contraintes, c'est le coût relié à la certification et aussi il y a un coût qui est relié à l'accompagnement si vous désirez être accompagné par une personne. Au niveau des coûts, si vous êtes membre BOMA, j'ai sur cette diapositive-là, ce sont les tarifs de 2016 et ça va avec la surface de l'immeuble. Donc, il est peut-être important à ce moment-ci de regarder, parce que compte tenu que je ne connais pas la réalité de tous, là, lors d'une certification, on certifie un site. On ne peut pas certifier plusieurs adresses, autrement dit. Donc, on peut certifier plusieurs bâtiments sur un seul site. Donc, ce qu'on voit là, dans le fond, au niveau des coûts, c'est vraiment rattaché au site. Si on donne comme exemple, nous, notre adresse civique, j'ai 27 bâtiments sur le site, donc c'est une certification. Par contre, si j'y vais au niveau du CIUS, pour lequel on a environ 70 sites, bien, à ce moment-là, ça serait 70 démarches à faire. Donc, bien entendu, c'est de l'information qu'on vous donne, là. Puis je vous dirais qu'au départ, là, de ne pas prendre la bouchée trop grande non plus, ça peut aider dans le processus. Il faut mentionner aussi que Beaumaris Santé, c'est pour les bâtiments existants, puis ça établit le profil environnemental et énergétique aussi du bâtiment. Alors, les exigences rattachées au programme Beaumaris Santé, il y a le vérificateur, évidemment, qui vient, à partir du moment où on a complété le document, il y a un vérificateur qui prend un rendez-vous avec nous. Il vient nous examiner, dans le fond, il vient valider tout ce qu'on a donné comme information en lien avec notre certification. Ça dure, je vous dirais, un bon 4 heures, dépendamment évidemment de la grosseur des bâtiments, là, ça peut aller jusqu'à une journée.
Comme j'ai dit auparavant, c'est renouvelé aux 3 ans. Il est important aussi que le processus de certification peut prendre... Ce que je veux dire par là, c'est que embarquer dans un processus comme ça, il ne faut pas penser que ça se fait dans un mois. Nous, on s'est donné... je vous ai marqué 1 an, là, puis je pense que c'est très réaliste et réalisable. Là. Les certifications se passent souvent genre mai, juin ou novembre, décembre. Il y a 2 moments où on peut certifier des bâtiments, présenter notre demande. Donc, de prendre 1 an, là, c'est pas pêcher par excès, je crois, là, dans le principe, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à aller chercher en arrière. Donc, 1 an m'apparaît raisonnable. Là. Le programme de certification BOMA-BEST Santé est composé de 6 critères. Le premier critère, c'est celui de l'énergie. Et pour être certifié, l'organisation, on doit établir les 14 meilleures pratiques de l'organisation. Et ces 14 pratiques constituent les exigences minimales pour la certification. Si vous voulez avoir des détails, on a le guide d'accompagnement BOMA-BEST, celui de 2017, qui est accessible sur Internet. Pour la gestion de l'énergie, au niveau de l'énergie, on doit avoir un bilan énergétique. Puis celui-ci décrit la stratégie de l'organisation au niveau du suivi mensuel de la consommation d'électricité, du gaz et des gaz d'appoint. La manière dont les données sont récoltées et que il va y avoir un responsable qui va traiter et produire un rapport d'analyse qui permet d'évaluer si on respecte le budget aussi au niveau de la consommation d'énergie. Au niveau du suivi et des cibles, on doit aussi produire un plan de réduction de la consommation d'énergie qui représente l'historique des mesures implantées, les coûts, les économies réalisées et la période de retour sur investissement. De plus, on décrit aussi les projets qui seront mis en œuvre afin d'optimiser et d'améliorer l'efficacité des installations au cours des années futures. Il ne faut surtout pas oublier qu'on doit aussi démontrer le programme qui a été aussi intégré par l'organisation au niveau de l'entretien des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Au niveau de l'eau, on doit avoir une politique de conservation d'eau et aussi on doit évaluer la consommation d'eau. La réduction des déchets, on doit avoir un programme de détournement des déchets et aussi une politique de réduction des déchets. Si je regarde un petit peu plus en détail, l'évaluation de la consommation d'eau, quels sont les éléments essentiels au niveau de la consommation d'eau? On doit faire un calcul de la consommation annuelle. On doit aussi avoir dans ce rapport-là l'inventaire de tous les équipements. Et aussi, on doit établir les mesures qui ont déjà été prises et les mesures qui sont recommandées pour diminuer notre consommation d'eau au cours des années. C'est bon. Le 4e critère, c'est les émissions et effluents. Dans un vocabulaire courant, qu'est-ce que ça représente? On doit répondre à des questions extrêmement précises dans le questionnaire au niveau des émissions des chaudières, des substances appauvrissant la couche d'ozone, aussi des effluents d'eau, si on a des systèmes pour protéger, pour ne pas émettre de l'eau contaminée à l'extérieur du bâtiment. On doit aussi avoir un programme très, très structuré au niveau des matières résiduelles dangereuses et la gestion des produits dangereux. On doit aussi prouver qu'on a un système de gestion pour d'autres substances, comme l'amiante, les BPC et les pesticides, si l'organisation utilise ce genre de produits-là. Et on doit démontrer que l'organisation a un système de gestion de ses réservoirs de stockage
de l'huile de chauffage et de ces choses-là. Puis, dans plusieurs organisations, ici, on a des agents d'anesthésie fluorés. On doit avoir quand même toute la liste ou la localisation de ces produits-là. Oui. OK. Si je regarde au niveau des émissions et des effluents, ça, c'était les questions qui étaient spécifiques aux émissions puis au niveau des effluents. Mais dans les 14 meilleures pratiques, il est nécessaire d'avoir un plan de gestion des substances appauvrissant la couche d'ozone, un plan d'élimination des réfrigérants, une étude des matières dangereuses reliées à la construction et un inventaire des produits chimiques utilisés et un plan de gestion des produits dangereux. Au niveau de l'environnement intérieur, la meilleure pratique, c'est d'avoir une politique documentée des plaintes liées à la qualité de l'air. Ça, c'est une des pratiques, c'est une partie essentielle, mais il y a d'autres questions qui touchent une enquête interne. Et il y a 2 questions qui touchent ça, et ça représente 10 points au niveau du questionnaire. Et des fois, c'est qu'est-ce qui nous fait basculer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur ou l'inverse. Et vous avez, c'est des questions qui peuvent être, vous devez faire un sondage à l'interne, et c'est ce type de questions-là qui doit figurer sur votre sondage pour vraiment connaître la satisfaction du personnel au niveau de la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment. Pour faire un petit peu du pouce là, sur ce que vient de dire Claire, là, dans le fond, nous, là, je pense que c'est en grosse partie là, ce qui nous a permis d'obtenir cette certification-là, c'est qu'on a réussi à faire un sondage à l'époque qui a rejoint quand même, je vous dirais, plus de 70% du personnel de l'établissement. Et puis, on avait réussi à glisser dans ce sondage-là 5 ou 6 questions en lien avec le confort thermique des gens. Et puis, évidemment, c'est très payant, ces questions-là, au niveau de BOMA. Le fait de faire des sondages à l'interne, je vous dirais que c'est probablement quelque chose qui est très, très dur à faire parce qu'ils n'acceptent pas des sondages là, qui vont représenter 10 ou 20% des gens. Il faut avoir un score quand même, je vous dirais, de plus de 60%. Puis là, c'est tout un défi qu'on se donne à partir de ce moment-là. Mais en bout de ligne, le taux de réponse de notre sondage il était 40%, mais je vous dirais que c'est sûr que plus on implique des gens à l'interne, puis là, nous, là, pour notre prochaine certification, c'est un défi qu'on a. On se demande comment, en début d'année, là, on va pouvoir réussir à refaire ce sondage-là, puis d'avoir un taux de réponse là, qui est supérieur à 40%. Donc, c'est quand même important, c'est au niveau de l'environnement intérieur, le confort thermique, c'est des questions qui sont sensibles aux gens. Nous, ici, à l'interne, on fait bonhomme à l'an environ 2 ou 3 audits annuels de la qualité de l'air qu'on intègre à notre rapport BOMA. Puis, c'est sûr que c'est payant, ça, à la fin de l'année aussi. Si vous êtes capable de mesurer, hein, d'avoir, par des firmes externes, évidemment, là, des statistiques, c'est d'autant plus payant au niveau de la démarche BOMA. Le dernier critère, le 6e critère, c'est est-ce que l'organisation a un système de gestion environnementale? Et dans les meilleures pratiques, il faut absolument avoir une politique de sélection environnementale pour les matériaux de construction. Nous, on a trouvé que c'était dans les devis où on avait tous ces renseignements-là, et c'est la preuve comme quoi l'organisation intègre bien la politique. Et aussi, on a besoin d'avoir un plan de communication avec des éléments très spécifiques, une stratégie de communication, des activités de sensibilisation, puis des échéanciers de mise en œuvre. À quel moment on veut contacter les gens. Il ne faut pas oublier aussi qu'on doit fournir à l'auditeur, lorsqu'il nous visite, la liste des produits éco-responsables. Et on doit aussi identifier à l'interne les produits chimiques certifiés, les produits d'entretien aussi certifiés. Et ça, c'est au niveau approvisionnement actuellement, c'est un processus qui est quand même lourd parce que
il y a des achats de groupe, il y a plusieurs choses qui sont difficiles à adapter de ce côté-là. Alors, au niveau des avantages d'initier la démarche de certification BOMA, je vous dirais qu'au départ, on améliore beaucoup les pratiques au niveau de l'environnement du bâtiment. Ça nous permet d'évaluer nos performances. Ça permet aussi de nous mesurer. Je pense que ça, là, c'est important. En se mesurant, c'est là qu'on s'améliore aussi, puis on se crée des petits défis avec ça aussi. Donc, il y a aussi les impacts sur la qualité de l'environnement des travailleurs. La qualité de l'air, nous, le site extérieur, il prend une place importante aussi au niveau de BOMA. On a un grand site et puis on travaille fort pour le maintenir. Il y a la gestion des matières résiduelles ainsi que la gestion des matières dangereuses. Juste de penser que c'est sous-clé, qu'on en fait une bonne pratique. Pour nous, c'est important, mais je pense que ça devrait l'être pour tous les gens autour de la table, ceux qui nous écoutent aussi, là. Il y a la gestion de la consommation d'eau et d'énergie, et on ne peut pas passer à côté. Je pense que si j'aurais résumé là, la certification BOMA, là, ces deux critères-là, c'est très, très important. Et puis, la gestion au niveau du transport qui vient terminer, puis je vous dirais un bon plan de communication aussi avec ça. Voici, c'était les informations qu'on voulait vous transmettre au niveau de la certification que nous avons obtenue au cours des années, ou des certifications que nous avons obtenues au cours des années. Puis, si jamais des personnes ont besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire. Je suis disponible à répondre à vos questions. Alors, c'est tout. Si vous avez des questions, je pense que c'est le temps. On est disponible et puis, dans la mesure du possible, on va essayer de vous aider. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais remettre la parole aux gens. Hein. Si on veut qu'ils nous posent des questions, attendez. Et donc, regardez s'il y a des personnes qui ont des questions, allez-y. Moi, je poserai les miennes après. Jérôme, est-ce que tu nous entends? Oui. OK. On a une question, Groupe 3 Santé. Anne-Marie? Oui. Je me demandais si le CIUS de l'Est de l'île, le Centre de santé mentale, avait intégré des patients partenaires dans leur comité. Oui. Pour répondre à votre question, oui, ça a été fait. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça va bien? Ben, c'est plutôt les services cliniques qui pourraient répondre que nous, là. C'est sûr que nous, on n'a pas eu à identifier cette pratique-là dans nos démarches jusqu'à maintenant, mais personnellement, j'ai été dans les services cliniques et je sais que ça s'est fait et ça se fait encore. Merci. Bienvenue. Il y a d'autres questions? Bon, je vais y aller, moi, avec une question. C'est sûr, moi, je connais quand même assez bien l'Institut de santé mentale de Montréal, puisque c'est Synergie Santé Environnement qui avait, quand vous étiez en train de travailler en parallèle, effectivement, sur le visé vert, nous, on avait été interpellés par Céline Morin chez vous pour mettre en place le comité de développement durable, la politique et autres. Donc, on a travaillé en parallèle. Là, ce que je vois effectivement dans la présentation que vous nous avez faite, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une décision effectivement assez judicieuse, là, que ça faisait pas de sens d'avoir deux comités qui travaillaient en parallèle. La décision a été prise quand? Est-ce qu'elle a été prise en fonction de la fusion récente des établissements de santé ou ça a été fait pré-fusion, je dirais, entre l'une ou l'autre de vos certifications BOMA? Je vous dirais que ça s'est fait autour des années 2014, avant notre certification platine. Donc, c'est avant, évidemment, qu'on soit devenu un CIUS. Je pense que ça devenait redondant. On travaillait toutes les deux sur à peu près les mêmes choses. Et puis, la direction générale, à cette époque-là, avait décidé
de mettre BOMA peut-être plus en avant, là. Donc, c'est ce comité-là là, qui a pris le lead, si je pourrais dire ainsi, là, au niveau du développement durable, là. Excellent. Puis j'ai une autre question qui est un peu liée, qui va dans la suite. C'est sûr, nous, je sais qu'il y a des gens qui écoutent aujourd'hui qui font partie de grosses structures comme la vôtre, hein, le CIUS, mais si je comprends bien, c'est qu'actuellement, au niveau de vos démarches, ça ne touche que l'Institut universitaire santé mentale de Montréal. Est-ce que le CIUS actuellement est en train de se dire il nous faudrait un comité de développement durable CIUS, comme le font d'autres CIUS à Montréal ou d'autres CIS en dehors de Montréal? Comment ça fonctionne? Parce que finalement, vous êtes, je dirais, un leader à suivre là au sein de votre établissement. Là, est-ce que ça se parle en interne là pour se dire comment on intègre éventuellement ce qui a été fait chez vous là, et puis comment, sans nécessairement aller vers un BOMA santé pour l'ensemble des bâtiments, parce qu'on conçoit bien que ça va être quelque chose d'assez intense, mais au moins de se dire l'expérience que vous avez acquise en termes de comité, puis en termes d'indicateurs, de mise en œuvre de plans d'action, comment ça se fait dans une démarche CIUS? Ben, pour répondre à ta question, je te dirais que oui, c'est sûr. Mais d'abord, au départ, effectivement, la démarche ne concerne que ce site-ci, donc l'Université en santé mentale. Mais Maisonneuve avait déjà établi une démarche au préalable, mais lors de la fusion, le comité là-bas s'est dissous et puis ils ont sauté comme une année. Il y a des discussions pour remettre en place un comité là-bas sur place. Évidemment, comme je disais tantôt, c'est 67 sites. On en parle dans nos rencontres. Il y a une volonté de vouloir y arriver, mais c'est évidemment cette décision-là, elle nous appartient pas. Là, c'est plus. Mais la volonté est là de vouloir certifier les autres bâtiments. Ça, je peux vous le certifier. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste peut-être lancer la question, est-ce que parmi les gens qui nous écoutent, il y a d'autres personnes qui sont certifiées BOMA ou qui ont été certifiées à un moment donné, puis pour une raison quelconque, fusion ou autre, ne le sont plus? Je vais prendre ça comme un non. Moi, je voulais peut-être ajouter un petit point, là, s'il n'y a pas de questions. C'est revenir vraiment, parce que c'est des questions que j'entends, puis je vous remercie vraiment d'avoir été disponibles tous les deux et Manon derrière, là, qu'on n'a pas beaucoup entendu, mais je sais que pour avoir été invité à votre comité, de voir que c'est un comité qui est très stimulant. Dans la logique, vraiment, la BOMA, là, comme on l'a bien vu dans ce que vous avez présenté, BOMA Santé est arrivé il y a quelques années. Moi, j'ai eu la chance de participer, d'être invité à participer au comité d'élaboration de BOMA Santé. Puis, je sais que des questions qu'on me pose parfois, là, BOMA, c'est une certification qui vient en plus d'autres choses. Ça vient pas nécessairement en plus. On a vraiment travaillé fort avec BOMA et quand je dis on n'était pas beaucoup, c'était un petit comité. Il y avait Serge Sévigny, ancien directeur de service technique du Centre de santé McGill. Moi, j'étais là. Il y avait un représentant, André Chalifour de BOMA Québec, et il y avait une autre personne qui était un peu l'équivalent de Serge Sévigny, Ed Rubinstein, qui lui travaille à l'hôpital universitaire de Toronto. Puis ce qui était intéressant vraiment, c'est qu'il y a vraiment eu une réflexion très poussée et un gros travail, là, c'était un été assez chargé, où on est venu intégrer tout ce qui existe. Donc, on parlait de gestion de matières résiduelles, vous mentionniez tout à l'heure, c'est un élément important, là, pas aussi important que l'énergie parce que BOMA, on se le cache pas, c'est quand même des ingénieurs et autres qui sont derrière, puis l'énergie, c'est important, puis on sait quand on fait de l'efficacité énergétique, c'est facile d'avoir des points. Mais toute la gestion de matières résiduelles au Québec, nous, on est vraiment beaucoup venu intégrer tout ce que Recycle Québec fait. Donc, si vous êtes ici, on recycle, c'est super facile de venir tout intégrer ça dans BOMA parce que ça se fait. On est venu intégrer tout ce qui est les responsabilités élargies des producteurs, les objectifs du Québec et autres. Donc, tout ça pour dire, comme on le mentionnait tout à l'heure, c'est que BOMA, que vous décidiez ou pas d'être certifié, donc de mettre de l'argent ou pas, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez une feuille de route
qui vous permet d'atteindre quand même des objectifs qui sont, je dirais, proches des objectifs gouvernementaux. En fait, vous allez aller plus loin que les objectifs gouvernementaux du Québec. Donc ça, je pense que c'était un élément, moi, que je trouvais important aussi de présenter, c'est de dire, ben, vous décidez ou pas d'être certifié. Si vous voulez avoir une bonne idée de quelles actions mettre en œuvre dans les prochaines années, je pense que, comme Claire l'a mentionné, avoir le guide de BOMA, là, ça va vous donner des bonnes idées sur ce que vous devez faire dans les prochaines années pour être en amélioration continue en termes de gestion environnementale. Je ne sais pas si vous avez des points à rajouter là-dessus, que ce soit Claire, en tout cas à l'Institut de santé mentale. Ben, en fait, ce que je pourrais dire pour ça, c'est que l'organisation est gagnante. À partir du moment où on rentre dans ce processus-là, on voit les changements. Puis au niveau des services techniques, il est clair qu'on participe beaucoup à cette démarche-là. Et on est beaucoup impliqués et puis on réussit, là, je peux vous dire, nous, ça va faire bientôt 10 ans là, qu'on est certifié. Et puis, on voit les progrès qu'on fait, puis on voit aussi que les gens autour de nous, ils sont de plus en plus motivés. Donc, il faut la partir, la démarche, puis à partir de là, trouver des gens qui sont intéressés et motivés dans le comité, là. Et puis, ça se met en branle. C'est pas si compliqué que ça. Puis, certainement qu'on peut vous aider, là, ceux qui ont le goût de partir ça. Là, on peut peut-être... il y a Claire qui est là, qui est présente et puis qui est disponible. Et puis, nous, de notre côté, si on peut vous aider avec des petits papiers dans le sens des procédures, des audits, comment monter des audits en fonction des besoins de BOMA, on est là, n'hésitez pas. Je vais reposer la question. Est-ce qu'il y a des questions suite à ce qui vient de se dire? Jérôme? Oui? Oui, c'est Linda de Sigma Santé. Oui, bonjour Linda. Ça va bien? Alors, oui. Je félicite le CIUS de l'Est de l'île pour leur démarche, mais ma question, jusqu'à quel point la direction générale, ou en tout cas à quel niveau vous sentez peut-être que ça devrait être, dans le sens que est-ce que la direction doit être impliquée pour votre démarche? Est-ce que ça facilite? Parce que des fois, ça part d'en bas, mais ça ne se rend pas jusqu'en haut, l'implication. Surtout quand on commence à parler d'argent. Est-ce que vous avez senti que c'était quelque chose qui vous a aidé ou vous a nuit ou pas pantoute? Dans la démarche. Parce qu'il y a 10 ans, là, bon, c'était moins populaire, là, l'environnement. Est-ce que c'est la direction qui vous a donné la directive? C'est un groupe d'employés ou... Parce que des fois, bon, on a des bonnes intentions, mais rendu au niveau de la direction, ça bloque. Ou en tout cas, des initiatives qui ne sont pas approuvées. C'est une très bonne question, puis je pense qu'on n'a peut-être pas assez incité au départ. Je vous dirais que nous, on a eu l'appui de notre direction, entre autres Céline Morin à l'époque, là, qui a embarqué avec nous, qui nous a demandé de partir la démarche. Et puis, c'est sûr, ça a un impact financier aussi, hein. Quand on va les voir avec nos projets, puis là, souvent, on lui dit que c'est bon pour BOMA, c'est bon pour l'établissement, et c'est des petits projets porteurs, là, des fois, c'est comme je disais au départ, c'est pas nécessairement toujours des gros projets, mais pour répondre à ta question, Linda, effectivement, on a l'appui de notre direction, et puis c'est sûr que là, depuis qu'on est devenu un CIUS, je te dirais que c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'avoir l'appui de notre direction, mais nous, on est tellement motivés maintenant à l'interne qu'on continue nos actions pareilles. On tient les gens informés en haut, mais c'est sûr que je te cacherai pas que depuis 2015, là, la situation a changé un petit peu, le portrait a changé un petit peu. OK, merci. Une autre question? Excusez, j'ai une autre question là, de Sigma Santé. Comme vous savez, on est un regroupement d'achat. On se demandait comment on pourrait vous aider, parce qu'on a déjà dans le passé là, mis sur pied des comités, on essaie bien, mais bon, nous, nos comités utilisateurs, c'est pas quelque chose qui revient, là, la fièvre ou la question environnementale. Est-ce que on devrait, bon, je lance la question là, à titre individuel, là, j'ai pas parlé à la direction. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider?
En fait, nous, évidemment, on a notre service des approvisionnements ici, puis il y a un membre assis à notre table, et puis souvent, ce qu'on va lui demander, puis ce qui nous aide beaucoup au niveau qui nous aiderait aussi, c'est d'essayer de favoriser des achats locaux, de regarder aussi si les gens ils ont des certifications, nos fournisseurs sont certifiés verts, sont certifiés écologiques. Évidemment, on comprend la contrainte du plus bas prix, le plus bas soumissionnaire. Souvent, on se dit, pour des fois, un très peu pourcentage, là, on aurait pu aller vers un produit peut-être un peu plus vert, mais on comprend qu'il y a des contraintes aussi rattachées à un appel d'offres. Donc, on fait avec, je vous dirais, mais nous, maintenant, je donnerai un exemple. Là, quand on achète des produits électroniques, de s'assurer que ces produits-là sont, je pense que c'est Energy Star là, qu'ils appellent ça. Donc, de faire une mention dans un appel d'offres, de spécifier des produits qui sont au niveau de la consommation, qui réduisent les émissions, c'est sûr que ça nous aiderait. Souvent, ces produits-là, par contre, sont un petit peu plus chers, mais si on veut s'en aller vers cette direction-là, on a des choix à prendre comme organisation. Et puis, je sais que c'est pas toujours facile à prendre, mais c'est sûr que ça nous aiderait pour répondre à ta question. OK. Ben, c'est parce que dans les groupes de travail qu'on a, c'est sûr que, bon, je te cacherai pas que souvent, un établissement n'est pas prêt à payer plus cher pour un produit environnemental. Là, fait que nous, on a déjà essayé dans le passé d'apporter cet aspect-là. Mais quand on parle de regroupement d'achat, c'est pas tout le monde qui est prêt à payer plus cher pour avoir un produit local, malheureusement. Il y en a qui disent, ben, s'il est local, on devrait payer moins cher. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Mais bon, OK, on prend ça sous bonne note, moi et mes collègues, là, puis on va essayer de faire des efforts. Au moins, on va poser la question au niveau des comités. Et merci beaucoup. Ben, parfait, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'en aurais une dernière, alors peut-être. Là, c'est sûr que, Claude, ce que vous mentionnez, c'est que finalement, vous avez réussi à faire du benchmarking, ou en tout cas un business case, on va appeler ça comme ça, de vos anglicismes, depuis quelques années. Donc, vous nous dites, ça coûte un peu d'argent pour la certification, ça coûte de l'argent pour être accompagné quand on a besoin de l'être et tout ça. Moi, ma question, c'est avec toutes les données que vous compilez sur une base régulière et que vous êtes obligé de présenter à BOMA tous les 3 ans, est-ce que vous êtes capable d'identifier quand même des économies ou éventuellement même des redevances que vous êtes capable d'obtenir? Parce qu'on s'entend que c'est toujours un peu aussi le nerf de la guerre là. Nous on aime ça briser l'idée de dire que s'occuper d'environnement ça coûte nécessairement toujours plus cher là. C'est pas nécessairement le cas. Puis on est capable parfois même d'avoir des belles surprises. Donc est-ce que vous avez ce genre de données là? Est-ce que vous êtes capable de juste de dire oui ça coûte ou non on est capable de faire des économies ou c'est égal à la fin de l'année? C'est sûr que au niveau des économies, spontanément, ce qui me vient à l'esprit, c'est au niveau des matières résiduelles. Si j'envoie les matières résiduelles comme des déchets au site d'enfouissement, si je regarde la facturation, et ça c'est pour toutes les organisations, il y a des redevances, il y a le transport, il y a un paquet de choses comme ça. Si on les recycle, ça réduit, il y a moins de coûts attachés à ça. Actuellement, avec les données que j'ai, je pourrais facilement monter un dossier pour chacune des années qu'on a été certifié pour faire la preuve au niveau des matières résiduelles. Oui, effectivement, on a une réduction. Si je regarde au niveau de l'énergie, de savoir que nos systèmes ont un entretien très, très bien fait. Exemple, on règle les fuites d'eau. Si toute l'électricité qu'on doit prendre pour pomper l'eau, la chauffer et tout ça, si on n'a pas de fuite, on diminue la consommation d'électricité, on a une incidence directe sur les coûts de fonctionnement des installations.
quand je parle au niveau de l'eau, c'est un des sujets avec lesquels on a le plus de difficultés vraiment à documenter la pertinence d'avoir un système extrêmement structuré. Mais c'est quelque chose, en ayant les données de consommation d'eau, je prends comme exemple ici, il s'est rajouté au moins 350 personnes de plus dans le bâtiment. J'ai hâte de voir notre consommation d'eau et d'énergie, l'effet que ça va avoir sur la consommation d'eau et d'énergie. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir une preuve comme quoi d'être efficace, de contrôler, de documenter, d'analyser nos choses. Oui, il y a une retombée, je crois, au niveau de l'économie à un certain moment donné. Mais vous ne le faites pas automatiquement, c'est ça que vous me dites actuellement. En fait, on ne le comptabilise pas, mais on voit les actions qu'on porte. Là, je peux donner peut-être un exemple concret là, en lien avec les métaux. Nous, dans le fond, on a un système de boîtes, de containers là, sur lequel on trie déjà, nous, les différents matériaux qui vont aller dans ces boîtes-là. Et puis, juste pour donner un exemple, le fait de trier le métal, là, pour nous, là, à chaque année, on reçoit un chèque, une ristourne d'environ 3 000 500 $. Puis nous, avant, là, ça nous coûtait éliminer ces déchets-là. Là, si on prend le coût du container et puis tout ce qui venait avec, ça nous coûtait peut-être un 10 000. Donc, il y a une économie nette là, juste pour ça. Puis ça, c'est une très petite action dans l'eau qu'on mène. Là. Donc, il y en a des actions payantes. L'économie d'énergie, je vous dirais que c'est le plus gros là, de la facture qu'on pourrait. Il se mesure et puis c'est des économies qui sont récurrentes année après année. Donc, oui, sauf que tu me demanderais aujourd'hui, Jérôme, vous avez sauvé combien? Ce boulot, on ne l'a pas, mais je prends en note ta question parce que je la trouve intéressante et puis je pense qu'on aurait intérêt à le faire. Mais je vous challenge juste comme ça parce que nous, c'est ce qu'on fait avec plusieurs établissements qu'on accompagne. Puis effectivement, mais quand c'est sûr, quand c'est des réductions de coûts en gestion de matières résiduelles, on réduit le coût, puis le ministère est bien content, puis il vient prendre l'argent et vous le voyez pas nécessairement, mais quand on est capable de faire obtenir des redevances comme dans le cas des métaux, nous, il y a plusieurs établissements qu'on accompagne qui ont mis en place des fonds verts et dans lesquels ils déposent ces sommes-là et qui permettent effectivement éventuellement de payer un consultant ou de faire d'autres choses en développement durable là, qui nécessiteraient ou sinon parfois de gérer les budgets puis d'attendre parfois plusieurs années là pour pouvoir avoir l'argent qu'on voudrait pour acheter telle machine ou faire telle chose. Donc ça c'est je vous pousse fortement à comptabiliser ça parce que ça peut être très intéressant. Puis à ce moment-là, éventuellement, moi je peux vous mettre en contact avec des établissements qui ont mis en place ce genre de fonds verts là et qui vont pouvoir expliquer à vos gens des finances comment faire ça pour que ça se fasse bien parce que il paraît que c'est pas toujours si simple que ça là, donc mais c'est vraiment intéressant pour pérenniser aussi la démarche, mais d'un point de vue financier là, Oui, c'est une excellente suggestion. On l'a pris en note, Jérôme. Parfait. Mais regardez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous proposerais d'arrêter ici, il est 13h. Je vous remercie vraiment très sincèrement. Donc à l'Institut de santé mentale d'avoir pris le temps, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de monter une présentation qui était fort intéressante. Comme je l'ai mentionné, la présentation était enregistrée, donc elle sera disponible dans l'après-midi sur notre site formation synergie-santé-environnement.org. Donc n'hésitez pas à la faire circuler autour de vous et vous aurez les coordonnées effectivement de Claire et de Claude dans la présentation. Donc voilà, je vous souhaite une belle après-midi. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. C'est la compagnie qui a parti ici. Synergie santé.